L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Les États-Unis s'apprêtent à élire leur nouveau président de la République. J-5, Kamala Harris et Donald Trump multiplient meetings et déplacements à travers les États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Nous avions reçu il y a une semaine Hélène Kuntz, membre du comité de soutien à Kamala Harris en France. Et ce matin, nous sommes avec vous, Nicolas Conquer, bonjour. Bonjour. Porte-parole des Républicains Overseas France. Vous êtes chef de file, en quelque sorte, du soutien à Trump dans l'Hexagone. Trump qui, hier, est apparu dans un camion poubelle. Alors l'image, vous l'avez peut-être vu, vous qui nous écoutez ce matin, a fait le tour du monde. C'était en réaction à des propos de Joe Biden, qui qualifiait d'ordure les électeurs de Donald Trump. Trump à bord d'un camion poubelle, nouveau coup médiatique. Ah oui, c'est sensationnel. Dans la même semaine, on a eu Donald Trump qui servait des frites dans un McDo en Pennsylvanie, un meeting d'anthologie à New York, qui est traditionnellement une terre démocrate, et dans la foulée, il se saisit vraiment d'une perche qui lui est tendue par Joe Biden. Et c'est de la communication politique. On est vraiment dans ce money time et là où ça fait la différence. Et derrière, il se saisit de ces insultes qu'il fait. Rappelez-vous, en 2016, déjà, Hillary Clinton avait traité les partisans de Donald Trump comme des deplorables. Donc encore une fois, il y en a assez de ce mépris de ces élites envers les classes populaires qui viennent les mépriser et les traiter ou de déplorables ou d'ordures, et de fait, il arrive à transformer ça et à vraiment montrer que c'est lui l'homme des classes populaires et qui parle au cœur de l'Amérique. Alors si on refait le film, effectivement, Joe Biden a qualifié d'ordure les électeurs de Donald Trump, mais le premier qui avait utilisé ce mot ordure, c'est un humoriste qui, lors de ce meeting dont vous parliez de Donald Trump à New York, avait assimilé le territoire américain de Porto Rico à une île flottante d'ordures. Alors donc moi je vais commenter les propos de Donald Trump et je vais pas revenir sur les propos ou les blagues douteuses d'un humoriste. C'est juste douteux, c'est quoi? Comment on qualifie ça? Moi, encore une fois, c'est très subjectif sur l'humour et que tout le monde prend pour son grade et qu'il faut arrêter de tomber dans cette hypersensiblerie de dire je suis offensé dès qu'il y a une blague. Elle est malvenue en campagne, c'est sans doute un faux pas, mais derrière, il faut pas tomber dans comment on va dicter ce que doivent dire les humoristes. Derrière, c'est les penseurs et peut-être même les animateurs de radio. On aura le droit de vous dire ce que vous pouvez dire ou ne pas dire. Donc encore une fois, au-delà du faux pas et des impacts que ça peut avoir sur la campagne de Donald Trump, c'est surtout cette dictature de la bien-pensance qui voudrait vous dire que on a le droit de dire des blagues sur telle ou telle personne ou pas. J-5, je le disais avant l'élection, les résultats sont très serrés. Pour le moment, les sondages ne permettent pas vraiment de dire si c'est Kamala Harris ou Donald Trump qui va l'emporter. On voit, vous parliez de money time, c'est l'expression américaine pour qualifier ces derniers moments où tout se joue. Est-ce que vous y croyez? Vous représentez Trump en France, vous y croyez profondément? Alors j'y crois et j'ai des raisons d'y croire, mais à côté de ça, j'y vais de manière très prudente. Il faut avoir un enthousiasme, il faut continuer à y aller et surtout, même si j'ai des raisons d'y croire, je vais les développer, je vais continuer à faire campagne comme si on était 5 points derrière. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'être triomphaliste et de dire qu'on est dans un fauteuil, ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'ai encore des gens en France qui me disent qu'ils savent pas encore comment envoyer leur bulletin et donc je donne de ma personne jusqu'au bout comme Donald Trump qui est dans le combattant jusqu'au dernier moment. Donc à quoi ça joue? C'est qu'il y a vraiment une vraie dynamique. C'est pas des sondages à un instant T sur lesquels on a vraiment du mal à départager les gens. C'est qu'on nous a mis en avant cette Kamala mania, ce moment Kamala qui était sur le moment de l'été où il y avait une grande force de frappe médiatique, mais on a vu que ça a commencé à s'effriter. C'est-à-dire que elle qui surfait sur la joie, sur l'énergie, sur toutes les stars du showbiz, c'est une manière un peu à l'ancienne de faire campagne. Aujourd'hui, Donald Trump, vous l'avez dit, il va dans un McDo, il va dans un camion poubelle, il arrive à saisir ces moments, il va dans des podcasts, dans des formats longs où on est sans filtre pendant 3 heures et on parle de manière sincère, en vérité et sans filtre, et c'est ça aujourd'hui que les Américains veulent, indépendamment de la personnalité de Trump. On le connaît en réalité, on connaît ses politiques et on a envie de revenir à cette prospérité qu'il y avait sous son premier mandat. Et d'ailleurs, parfois on entend dire que Kamala Harris est du côté de l'inclusion et de la démocratie, quand Trump est du côté de la fermeté et de l'exclusion. Est-ce que vous considérez que c'est exact? Alors, oui, je pense que la fermeté, c'est une préoccupation qui est attendue de la majorité des Américains qui estiment qu'il y a une crise relevant de l'insécurité, en partie liée à une crise migratoire qui est la plus grave des États-Unis, qui a été déclenchée sous l'administration Harris et Biden. C'est près de 10 000 personnes qui franchissent la frontière illégalement. En ce qui concerne l'inclusivité, ce que vous disiez sur Kamala Harris, on n'est que sur des éléments de langage. Moi, je vais vous dire, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est le clientélisme racial qui est fait chez les démocrates, dans laquelle Kamala Harris, de manière éhontée, fait des propositions insultantes envers la communauté afro-américaine et la communauté latino. Elle a fait un agenda, vous allez sur son Twitter et sur son programme, c'est disponible, où elle fait des propositions
dédiés, ou du moins qui sont conditionnés en fonction de votre race ou votre appartenance raciale. Donc ça se sujette notamment pour essayer de partir en reconquête de cet électorat noir afro-américain mâle. Elle fait des propositions pour des prêts amnistiables, pour la légalisation de la marijuana pour les hommes afro-américains. Elle fait la proposition dans ce style-là. Donc non seulement c'est insultant et infantilisant, mais c'est surtout anticonstitutionnel et c'est contraire à l'esprit de Martin Luther King qui disait qu'il fallait juger les gens en fonction de leur personnalité et leur caractère plutôt que leur couleur de peau. Et donc vous dites que Kamala Harris s'oppose à l'esprit de Martin Luther King. Mais résolument. Et le pire, c'est qu'il y a une complaisance généralisée alors que c'est vraiment absolument outrageant. Il y a un homme qui fait la campagne, vous faites la campagne de Trump, un autre homme fait la campagne de Trump, on entend peut-être davantage parler encore que vous, c'est Elon Musk, le milliardaire qu'on accuse même d'acheter des voix. Elon Musk, pour Donald Trump, c'est quoi? C'est un atout? C'est un fil à la patte? Ça montre surtout que la team MAGA, c'est-à-dire le clan de Trump et au-delà, ce parti républicain. MAGA, c'est Make America Great Again. Donc ce courant-là va bien au-delà de la chapelle du parti républicain originel. Il s'étend à des personnalités démocrates qui ont rejoint. Il y a le soutien de Bobby Kennedy, qui était vraiment le neveu de JFK, qui vient rejoindre les démocrates, les républicains, pardon, mais d'autres figures de premier plan démocrates qui viennent étendre un peu cette coalition. Et derrière, il y a des personnalités comme Elon Musk, mais qui n'est pas isolé. Il y a d'autres personnes de cette Silicon Valley, des gens qui sont de l'environnement de la haute technologie, qui viennent apporter leur soutien parce qu'ils rejettent cette idéologie qui vise à brimer la liberté d'expression, qui sont des libres penseurs. Et donc, Elon Musk, il apporte des fonds de manière massive pour mobiliser l'électorat parce qu'il sait là où ça se joue, en Pennsylvanie. Et donc, il n'achète pas des voix, il met en place un dispositif qui mobilise l'électorat à travers une pétition qui vise à rappeler les fondements de la Constitution, défendre la liberté d'expression et également le deuxième amendement qui est le droit au port d'armes. Et donc ça, à partir du moment où vous signez ça, vous pouvez avoir des contreparties, mais c'est en aucun cas, et je ne peux pas vous laisser dire que c'est un mode d'achat de voix. Et derrière, il y a une loterie qui est associée et qui a permis à des gens à se mobiliser. Donc voilà, c'est les moyens qui sont disponibles et c'est la règle du jeu et il faut trouver les contournements. Et je pense qu'on essaye de l'instrumentaliser, d'en faire un peu le grand maître un peu des horloges qui... Nicolas Conquer, quand vous parlez d'Elon Musk et de la Silicon Valley, c'est assez nouveau quand même l'engagement de milliardaires de la Silicon Valley en faveur de candidats républicains. C'est arrivé par le passé pour des candidats démocrates. Pour les républicains, c'est assez innovant dans cette campagne. À quoi vous l'attribuez? Comment vous l'expliquez? Il y a clairement un point de bascule, comme vous le dites, que les gens s'affichent de manière clairement en soutien, non seulement des républicains, mais de Donald Trump. C'est un fait inédit. Il y avait des gens isolés, désormais, ils sont nombreux. Ça se joue au fait qu'ils disent moi, j'ai pas forcément. Elon Musk, notamment, il dit moi, j'ai pas forcément dérogé à mes positions, mais c'est le Parti démocrate qui m'a abandonné, dont le barycentre de ce parti a glissé vers l'extrême gauche. Donc lui se sent un peu abandonné et sent que le côté entrepreneurial, le côté rêve américain qui est incarné par la personnalité de Donald Trump correspond beaucoup plus à l'idée qu'il se fait des États-Unis, la vision qu'il se fait d'une société et ce rêve américain auquel il a envie de croire et il a envie de contribuer. Donc ça montre un rejet de ce parti démocrate qui d'ailleurs lui-même a délaissé toute cette classe populaire. C'est principalement par rejet des démocrates? Vous parlez du côté entrepreneurial? Oui, et après il y a une vraie adhésion. Je veux dire là, accessoirement, ce qui a marqué son soutien, c'est la tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est à ce moment-là que Elon Musk est véritablement sorti du bois. Initialement, il voulait pas jouer entre guillemets les troubles faits dans cette campagne ou prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On rappelle que c'est un ressortissant sud-africain et américain. Lui-même ne pourrait pas prétendre à la présidence, mais là, il mobilise tout son temps, alors qu'on rappelle quand même qu'il envoie des fusées sur la Lune, sur Mars, et qu'il met à disposition Starlink en Ukraine et partout, il y a des gens sinistrés d'ouragans. Donc c'est quelqu'un qui arrive vraiment à peser dans le débat et qui arrive à mobiliser un électorat qui est d'ailleurs assez majoritaire aux États-Unis, qui est l'électorat indépendant, qui oscille d'un côté ou de l'autre, et qui peut estimer que c'est une voix qui leur parle. Et pourtant, entre Trump et Harris semble plus libéral que Trump, en particulier sur les droits de douane. Trump a une proposition, il propose de taxer à 60% tous les biens douaniers qui arrivent aux États-Unis, du reste du monde, de l'Europe notamment, qui serait taxé de 10 à 20% supplémentaires. Donc les produits qui arriveraient d'Europe aux États-Unis seraient taxés 10 points au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas un peu inquiétant pour les Européens que nous sommes, de voir les produits de plus en plus taxés? Alors moi, je pense que Donald Trump, il a un mandat qui est celui qu'il est élu par les Américains, donc il doit faire prôner leurs propres intérêts.
Ils sont dans une situation où il y a eu un endettement massif. La dette nationale sous Harris et Biden a augmenté de 7 000 milliards. C'est absolument dramatique. Et ça suppose d'arriver à trouver des manières de contenir cet endettement qui est financé. Le poste du remboursement de la dette est absolument considérable pour tous les contribuables américains. Donc, si cette solution doit venir par des tarifs qui sont encore une fois stratégiques, des barrières douanières qui permettent de renforcer un petit peu l'industrie, mais surtout c'est notamment tourné auprès de l'agriculture américaine. C'est quelque chose qui a toujours existé dans les États-Unis. Le protectionnisme est un élément quasiment indissociable de l'histoire américaine, et de vouloir dire que Kamala Harris serait contre les barrières douanières, c'est un peu facile. Elle n'a pas renversé des barrières douanières qui avaient été mises en place vis-à-vis de la Chine sous l'administration Donald Trump. C'est que ça doit quand même bien marcher dans le fond. Mais est-ce que nous, Européens, on doit s'inquiéter d'une éventuelle élection de Trump au regard de ces potentielles évolutions de droits douaniers ? Je pense qu'il faut se positionner et il faut s'assurer que ce couple franco-américain, mais également aussi auprès de l'Europe, puisse être renforcé, qu'on puisse trouver des accords commerciaux, il faut arriver à faire entendre notre voix et renforcer ces relations, et pas juste tomber dans l'anathème de se dire tiens, parce que c'est Trump, ça va être catastrophique. Rappelons-nous qu'il a quand même été président en 2016 et que c'était plutôt florissant. On était dans un monde plus stable, pas de nouveaux conflits, plus prospère, et une Amérique stable, ça bénéficie également à la France et à l'Europe. Nous sommes avec Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas France, chef de file de soutien à Trump en France, à Donald Trump en France. On parlait de l'Europe sous l'aspect économique, on va parler de l'Ukraine aussi. S'il était élu, Donald Trump a promis qu'il mettrait un terme à cette guerre en 24 heures. Comment ? Alors je ne suis pas dans ses secrets et il n'a pas dévoilé son plan et on ne pourra pas faire d'exclusivité auprès de votre audience aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment d'apporter une énergie nouvelle à la table des discussions. La diplomatie, elle est complètement absente. Énergie nouvelle, sacrée énergie, 24 heures. D'accord, mais c'est Donald Trump, c'est le pragmatisme et c'est l'atteinte de résultats. Donc on a juste un conflit qui s'étale pour maintenant presque 3 ans, qui part dans un conflit sans fin en soi. Donc il y a vraiment une volonté de pouvoir intégrer, de réunir des gens autour de la table. D'ailleurs, il a rencontré Volodymyr Zelensky à New York dernièrement, qui d'ailleurs, peut-être sans le vent tourner, ou cherche à s'adresser à Donald Trump sur comment il adresserait... Il s'inquiète d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, d'une éventuelle élection de Trump, car cela signifierait sans doute pour lui moins de crédit pour combattre les forces russes. Si on regarde un peu l'histoire, il devrait surtout s'inquiéter d'avoir les démocrates au pouvoir, parce qu'on rappellera qu'en 2014, c'était pas Donald Trump qui était à la Maison-Blanche, c'était Barack Obama qui était à la Maison-Blanche quand Vladimir Poutine a envahi la Crimée. C'était pas Donald Trump qui était à la Maison-Blanche quand en 2022 les chars russes sont entrés en Ukraine, c'était Biden. Donc ce que les États-Unis ont besoin, mais également l'Ukraine et encore une fois la France et l'Europe, ce dont on a besoin, c'est d'un leadership à la Maison-Blanche, et donc c'est en la personne de Donald Trump qui arrive à damer le pion à ces dictateurs et à ces tyrans ou à des États terroristes et leurs proxys comme l'Iran et le Hezbollah et le Hamas. Il y avait un monde beaucoup plus sûr parce qu'ils savaient qu'ils avaient un leadership fort à la Maison-Blanche qui se faisait respecter et qui était craint de ces puissances étrangères qui avaient vraiment des volontés hégémoniques ou des volontés d'envahir des pays voisins. Et ça s'est encore une fois pas produit sous le mandat Trump. Donc on peut aspirer à ce que c'est pas tant, ça sera sans doute conditionné, mais qu'il y a aussi une volonté d'arriver à une nouvelle table des négociations. Est-ce que les enjeux géopolitiques dont vous parlez là sont vraiment présents dans le choix des Américains qui vont voter la semaine prochaine, ou qui votent d'ailleurs de manière générale, et on peut le déplorer, la politique internationale n'est pas une préoccupation majeure lors des élections. Les Américains, c'est un territoire, c'est un continent en tant que tel, ils sont davantage concentrés sur des questions d'économie, accessoirement d'immigration, ce qu'on appellerait aussi communément les droits reproductifs, pour dire la chose franchement, l'avortement, c'est une thématique clé de la campagne. La politique extérieure arrive beaucoup plus tardivement. Cela dit, à la faveur de ce conflit au Proche-Orient, entre Israël et Gaza, il y a ça s'est vraiment invité dans la politique américaine et dans cette campagne. Je m'explique, il y a un électorat de plus en plus important de ce qu'on appelle les Américains musulmans, arabes, notamment dans certains États clés comme le Michigan, dans lesquels il y a les communautés à Dearborn, il y a 100 000 arabo-musulmans qui y vivent. Et donc, de fait, ils dénoncent fermement la politique menée par les démocrates vis-à-vis d'Israël, parce que pour eux, ils sont plutôt ils sont pro-Palestine, pour ne pas dire résolument pro-Hamas dans certains endroits. Donc, c'est des gens qui se dissocient et qui désormais ne viendraient même pas faire leur soutien auprès de Kamala Harris, parce qu'ils estiment qu'elle est trop chancelante dans ses positions. Donc, ils se sont détournés de cette candidate Harris et ils apportent leur soutien à une tierce candidate qui est Jill Stein,
Hyde, candidate écologiste et pro-palestinienne, mais ça peut coûter l'élection à Kamala Harris, comme ça avait d'ailleurs coûté l'élection en 2016 auprès d'Hillary Clinton. Et des candidats ultra minoritaires. Oui, c'est ça, elle fera moins d'1% des voix, mais c'est un désaveu de cette élite démocrate qui, d'ailleurs, on ne peut pas faire confiance. Et d'ailleurs, de manière plus prégnante, c'est certaines communautés des maires arabo-musulmans ou des communautés d'imams viennent apporter leur soutien à Donald Trump parce qu'ils savent que ceux qui arriveront vraiment à libérer Gaza de l'emprise du Hamas, c'est Donald Trump avec son soutien infaillible à Israël. Vous parliez de l'avortement tout à l'heure, Nicolas Conquer. On a du mal, du point de vue français, à comprendre en quoi l'avortement est-il un sujet aux États-Unis. Récemment, sur notre antenne, un expert nous disait que en fait, c'était un sujet pour les élites politiques, mais pas tant pour les électeurs. Est-ce que vous pensez vraiment que pour les électeurs, le sujet de l'avortement en est un aux États-Unis ? Manifestement, ça l'est dans les sondages. C'est classé comme la 3e ou la 4e préoccupation, même dans ce vote, alors que ce n'est pas en jeu véritablement. Pourquoi je veux dire, ça s'inscrit dans un contexte. En 2021, il y a eu une décision majeure qui a été le renversement de cet arrêt de la Cour suprême, qui était l'équivalent de la loi Veil, si vous voulez. D'accord ? Donc il y avait un arrêt de la Cour suprême, qui garantissait au niveau fédéral un délai minimum de 14 semaines pour avoir recours à l'avortement partout aux États-Unis. La Cour suprême, alors que Donald Trump n'est plus au pouvoir, mais il a certes nommé 3 juges, mais c'est indépendamment de ça, ces juges sont apolitiques. Ils font le respect de la Constitution et ils ont estimé que ça ne relevait pas de leur compétence de se prononcer sur cette position et que l'arrêt avait été mal déterminé. Donc ils renvoient aux États, à chacun de se positionner sur quel va être le délai à garantir pour avoir recours à l'avortement. Et donc c'est désormais chaque État qui... C'est ça. Et donc il y en a certains qui sont été plus restrictifs et d'ailleurs qui vont même encore se prononcer aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'invite dans la campagne. Il y a certains États, on ne vote pas que pour le président, on vote également pour des sénateurs, des représentants, des districts, des shérifs, mais également des référendums sur l'environnement, l'écologie ou l'avortement en l'occurrence. Mais je ne m'étale pas davantage. Donc ce que ça dit, c'est que... l'avortement pour vous est un sujet. C'est que c'est un sujet, en tout cas, c'est pas pour moi, c'est surtout que Kamala Harris fait uniquement campagne dessus parce que des gens estiment que c'est menacé, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Donald Trump, il a renvoyé aux États la possibilité de se prononcer là-dessus. Il n'envisage aucunement d'interdire ça au niveau fédéral. Merci beaucoup Nicolas Conquer. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Républicains Overseas France, chef de file de soutien à Trump dans l'Hexagone. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de la matinale de RCF et Radio Notre-Dame.